Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Marie Delru. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Alors Marie, tu es vétérinaire expert sanitaire pour la filière équine à l'IFCE. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle dans notre série sur les maladies de tout savoir sur la grippe et la rhinopneumonie. Oui, effectivement, on va parler de grippe et de rhinopneumonie. Alors, pour quelles raisons ? La première, c'est que ce sont deux maladies qui sont extrêmement contagieuses, c'est-à-dire qu'elles se transmettent très rapidement entre équidés au sein d'un effectif et elles peuvent être à l'origine d'épidémies qu'on appelle parfois chez les animaux des épizooties. Alors elles se transmettent rapidement parce que ce sont des maladies virales. Oui, c'est ça. Leur point commun, c'est qu'elles sont dues toutes les deux à des virus. Et du fait de cette transmission rapide, elles peuvent, à l'échelle de la filière, avoir des répercussions économiques importantes. On peut avoir des chevaux qui sont arrêtés parce que ils sont malades, un certain nombre de mesures de biosécurité à mettre en place, des concours annulés, voire des fermetures de centres équestres. Donc ça peut aller loin. Et des avortements aussi pour les juments poulinières. Et puis pour l'élevage, on peut avoir des avortements très fréquents, notamment à cause de la rhino. Donc ça peut vraiment poser problème pour tous les échelons, je dirais, de la filière. Et puis, en plus, bien évidemment, notamment la rhinopneumonie et sa forme nerveuse, c'est des répercussions qui sont quand même importantes pour la santé et donc pour le bien-être des équidés. D'où l'importance de la prévention, on en parlera tout à l'heure. Alors, quels sont les virus qui interviennent pour ces deux maladies ? Alors, on va commencer par la grippe. C'est un virus qui s'appelle le virus influenza. Alors, la grippe, c'est une maladie qu'on connaît bien souvent parce qu'elle existe chez de nombreuses espèces animales et puis chez l'homme, bien évidemment. Il y a notamment chez l'animal la grippe aviaire, la grippe porcine, dont on a parfois beaucoup parlé parce que leur caractéristique, c'est qu'elle pourrait se transmettre à l'homme. Ce n'est pas du tout le cas pour la grippe équine, ce qui est assez rassurant. Donc, c'est pas une zoonose. C'est un virus qui évolue, celui de la grippe, non ? Oui, c'est un virus qui évolue et c'est pour ça qu'en fait, à l'échelle internationale, il est vraiment suivi par l'Organisation mondiale de la santé animale, ce qui permet éventuellement d'adapter la composition des vaccins si c'est nécessaire. Alors pour la rhino, on parle d'herpès virus ? Oui, c'est ça. La rhinopneumonie, c'est dû à des herpès virus, plus précisément l'herpès virus de type 1 et l'herpès virus de type 4. Ces herpès virus ont une spécificité, c'est qu'ils peuvent entrer en latence et en fait rester dans l'organisme caché et puis se réactiver suite à un stress, une baisse d'immunité. On peut faire le parallèle avec le bouton de fièvre chez l'homme ou encore la varicelle et le zona qui sont dus à des herpès virus. Alors quels sont les signes cliniques de ces maladies virales ? Pour la grippe, finalement, c'est assez similaire à ce qu'on a chez l'homme. On a une forte fièvre qui est accompagnée classiquement d'un abattement et d'une anorexie. Et puis on a des signes respiratoires, notamment de la toux qui est souvent sèche et un jetage qu'on dit séreux, c'est-à-dire qu'il est transparent. Donc il faut faire attention parce qu'on peut passer à côté de ce jetage transparent. Souvent, ces signes sont moins marqués chez les chevaux vaccinés. On y reviendra plus tard. On y reviendra, effectivement. Pour la rhino, on a plusieurs formes déjà de maladies. Oui, c'est un peu plus complexe, la rhinopneumonie. La forme vraiment la plus fréquente, c'est la forme respiratoire qui finalement ressemble à une grippe, mais souvent les signes sont un petit peu moins sévères. Ensuite, on a deux formes qui sont un peu plus embêtantes. La forme abortive, donc en fait, l'herpès virus, c'est la première cause d'avortement infectieux chez la jument. Oui, d'où son importance, effectivement. Voilà. Par contre, il n'y a pas forcément de signes précurseurs avant l'avortement. Il n'y a pas forcément d'hyperthermie ou de signes respiratoires. Et dans un effectif, un élevage qui n'est pas vacciné, on peut avoir jusqu'à 80%, 90% des juments qui avortent. Donc là, l'impact est un gros impact avec un fort taux de contagion. Il y a une forme nerveuse, mais elle est plus rare. Oui, effectivement. Heureusement, pour la filière, elle est plus rare. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? En fait, la sévérité est assez variable. On peut avoir de troubles légers de la locomotion jusqu'à une ataxie, qui est un défaut de coordination des membres, voire une parésie, donc un cheval qui a du mal ou qui ne peut plus se lever, et une incontinence urinaire, un cheval qui n'arrive pas à uriner seul. Et souvent, mais c'est pas toujours le cas, on a d'abord
une hyperthermie, des signes respiratoires et ensuite les signes nerveux qui arrivent. Ces virus ont 2 types de voies de transmission. Est-ce qu'on peut les aborder maintenant ? La plus fréquente, c'est la voie directe, c'est-à-dire directement entre un équidé malade et un équidé sain. Comment se passe cette transmission ? En fait, le cheval sain va inhaler les particules virales qui sont dans l'air et qui sont issues en fait des sécrétions respiratoires des animaux qui sont malades. Ça, c'est le cas notamment pour la grippe et la forme respiratoire de la rhinopneumonie. Après, si on a plutôt une forme abortive avec un avorton, c'est l'avorton ou le placenta de la jument qui vont être dangereux pour Oui, c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'il faut bien les isoler. C'est ça. Et on a une transmission par voie indirecte. Là, il y a un vecteur de transmission. Alors, c'est notamment le cas pour la rhinopneumonie. En fait, le virus de la grippe est pas très résistant dans l'environnement. Donc, effectivement, pour la rhinopneumonie, on peut avoir une transmission indirecte par les mains des soigneurs et des cavaliers, les roues des véhicules, par le matériel. Et il y a une étude récente de Camille Normand qui travaillait donc pour la BO et Biotargène et qui a montré que le virus de la rhinopneumonie pouvait survivre plusieurs dizaines de jours dans l'eau de pluie. Donc, surprenant, plusieurs dizaines de jours dans l'eau de pluie. Ouais. Maintenant qu'on a vu un petit peu les voies de transmission, comment étaient ces virus, comment ils fonctionnaient, comment peut-on diagnostiquer ces maladies ? Alors là, c'est assez commun entre les deux maladies, finalement. Classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un écouvillon qu'on place un petit peu comme on avait vu pour le Covid, dans le nez, mais un petit peu plus profondément. Donc, c'est un écouvillon nasopharyngé. Et sur cet écouvillon, ensuite, on l'envoie au laboratoire et on va rechercher du matériel génétique, le matériel génétique du virus. Soit, ce qu'on connaît le plus, c'est la PCR. Maintenant, se développent des tests rapides qui peuvent être réalisés directement en clinique. Mais pour vraiment avoir un diagnostic de certitude, c'est souvent quand même bien, pour le premier cas en tout cas, d'avoir une confirmation au laboratoire. Et sur les formes abortives, on va le faire sur l'avorton ? C'est ça, exactement, ou éventuellement sur le placenta de la jument. Une question qui va intéresser maintenant les détenteurs de chevaux, mais comment va-t-on traiter ces maladies ? Alors, ce sont des maladies virales. Donc, finalement, par rapport à des maladies bactériennes, la première chose, c'est que les antibiotiques, ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas en première intention. Et il faut les éviter parce que maintenant, il y a un gros problème de santé publique, à la fois de santé animale, mais aussi de santé humaine, d'antibiorésistance. Donc, pas d'antibiotiques a priori. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Finalement, un traitement symptomatique. On va rechercher à diminuer les symptômes, notamment faire baisser la fièvre, classiquement avec un anti-inflammatoire. Et puis, pour les formes respiratoires notamment, ce qui est important, c'est de garder les chevaux au repos pendant au minimum 3 semaines pour permettre au poumon qui a été endommagé par le virus de cicatriser. Ensuite, si on a des formes nerveuses un peu plus particulières, il y aura d'autres traitements et souvent le cheval est soutenu par un harnais pour qu'il reste debout. Et je crois qu'on développe aussi des recherches aujourd'hui sur les antiviraux. Oui, il y a une thèse très intéressante de Comtiolan qui travaillait donc également pour la BO et Biotargène qui a montré que 2 molécules, le valganciclovir et la décitabine, pourraient avoir un effet synergique antiviral. C'est 2 molécules antivirales qui sont déjà connues. Et elles ont montré vraiment des résultats encourageants in vitro. Donc, elles pourraient vraiment être utiles vis-à-vis des formes nerveuses à l'avenir. Une nouvelle perspective intéressante. Évidemment, ce qu'on souhaite tous, c'est éviter ces maladies. Donc, si on s'intéresse maintenant aux moyens de prévention, tu l'as abordé déjà tout à l'heure rapidement, la vaccination reste le moyen de prévention privilégié ? Oui, c'est ça. C'est le moyen de prévention privilégié parce que c'est quand même facile à mettre en œuvre et ça permet d'apporter une protection à l'échelle collective. Donc l'objectif, c'est d'avoir un effectif vacciné à 80% pour que ça fonctionne bien. Alors pour la grippe, ça pose pas de problème. En France, en tout cas, on a une bonne couverture vaccinale, notamment parce que cette vaccination, elle est rendue obligatoire pour la plupart des manifestations équestres et pour la reproduction. Depuis très longtemps, déjà. C'est ça. En revanche, pour la rhinopneumonie, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il n'y a pas de chiffres très récents. La dernière étude montre qu'on était plutôt de l'ordre de 30%.
La vaccination semble se développer et par ailleurs, certaines sociétés mères ont décidé de la rendre obligatoire. C'est le cas des courses, de la SHF et plus récemment, la FFE pour les concours pro. Oui, donc une évolution vers un peu plus de vaccination. Est-ce que tu peux nous rappeler, Marie, le principe de fonctionnement de la vaccination ? Je crois que c'est pas bien connu pour tout le monde. Parfois, les gens sont un peu déçus de la vaccination, ou on entend parfois que ça fonctionne mal sur le terrain. En fait, il faut quand même savoir que les vaccins actuels, en tout cas, ils n'empêchent pas, de façon certaine, une infection. En fait, leur but, c'est de diminuer la sévérité et la durée des signes cliniques. Donc, c'est notamment le cas pour la grippe et la forme respiratoire de la rhinopneumonie. Dans une moindre mesure, la forme abortive, ils sont peut-être un tout petit peu moins efficaces. Et par contre, vis-à-vis de la forme nerveuse, leur efficacité n'a pas été démontrée. Mais leur deuxième intérêt, en plus donc de diminuer les signes cliniques, c'est aussi qu'ils permettent qu'un cheval qui est infecté, il n'excrète pas beaucoup de virus au bout du nez. Et donc, s'il n'excrète pas beaucoup de virus, on va limiter le risque d'épidémie. Ce cheval va être moins contagieux qu'un cheval non vacciné. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du seuil de 80%. Si 80% des équidés dans un effectif sont vaccinés, on a une bonne protection et on limite le risque d'épidémie. Oui, il y a toujours ce phénomène avec la vaccination qu'il faut prendre en compte. Il y a un intérêt individuel, mais un intérêt collectif aussi. C'est ça, il faut vraiment raisonner pour ces maladies à l'échelle collective. En somme, on fabrique des anticorps grâce à la vaccination qui permettent d'anticiper l'arrivée de la maladie et qui va permettre au cheval d'avoir une réponse immunitaire plus rapide. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, il y a toujours une question autour de ces vaccinations, ce sont les protocoles de vaccination. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, alors ils ont un petit peu évolué au cours du temps. Ils peuvent encore varier légèrement en fonction du type de compétition qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé à l'IFCE de créer une application qui permette de savoir en fonction de est-ce que je fais un concours SHF, est-ce que j'ai un reproducteur, de savoir quel est le protocole exact. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que un protocole à la fois pour la grippe et la rhino, c'est 3 injections de primo-vaccination. Les 2 premières espacées de 1 mois et la 3e à 6 mois. Ensuite, pour la grippe, classiquement, c'est des rappels annuels. Pour la rhino, le mieux, ça serait quand même des rappels tous les 6 mois. De la même façon, pour la grippe, si on a un cheval qui est très à risque et qui participe à des grosses manifestations, c'est le cas par exemple des chevaux FEI, dans ce cas-là, un rappel tous les 6 mois ou au minimum un rappel 6 mois avant la période à risque serait plus intéressante. C'est le cas aussi pour les poulinières. Donc, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on fait un rappel tous les 6 mois chez les poulinières, soit il y a un protocole un peu spécifique à 5, 7 et 9 mois de gestation qui permet par ailleurs de bien protéger les poulains puisqu'on a un rappel vaccinal dans les 2 mois à peu près, on va dire, précédant le poulinage, ce qui permet un bon transfert des anticorps via le colostrum. Et la réponse immunitaire, elle se fait au bout de combien de jours ? Elle se fait à peu près 15 jours après la 2e injection de primo-vaccination. C'est-à-dire que si on veut participer à un concours, enfin prendre un risque sanitaire, il faudrait avoir déjà fait ces 2 injections 15 jours avant. Alors là aussi, si on se penche un petit peu sur l'état de la recherche, il y a des études sur l'intérêt d'un adjuvant aussi qui amènerait une meilleure réponse immunitaire. Oui, c'est ça. Il y a une thèse universitaire très récente de Flora Carnet qui a montré que l'IPPVO, c'est un adjuvant, permettait de renforcer en fait le pouvoir immunogène du vaccin contre la rhino, en augmentant finalement la réponse en anticorps chez un cheval par rapport à un groupe qui n'aurait pas eu cet adjuvant. Donc ça peut être intéressant pour augmenter la protection de nos chevaux et notamment si on a des chevaux qui répondent moins bien à la vaccination. Il y a un moyen maintenant, en tout cas pour la grippe, de savoir si mon cheval a bien répondu à la vaccination. C'est un test sérologique. Donc, on mesure les anticorps et on peut associer ce taux d'anticorps à une protection effective ou non du cheval. Alors, sur la grippe, on entend souvent dire, tu l'as dit tout à l'heure, que c'est un virus qui évolue.
Sur la rhino, je crois qu'il est un peu plus stable. Oui, il n'y a pas vraiment d'évolution. Et puis alors, il y a souvent aussi une question que les 2 vaccins qui existent sur le marché ne font pas forcément les 2 virus. Effectivement, il y en a un qui est plutôt orienté herpès virus de type 1, mais il confère une protection croisée vis-à-vis des 2 types de virus. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, donc une bonne efficacité. C'est ça. Alors, ça, c'est la première mesure de prévention, mais bien sûr, il y en a d'autres qu'on peut développer dans les lieux de détention ou les lieux de rassemblement, qui concernent plutôt la biosécurité. Oui, bien évidemment. Une fois qu'on a vacciné ses chevaux, c'est très bien, c'est la base, mais il faut venir compléter cette mesure avec d'autres mesures de prévention qui vont être variables en fonction en fait du risque qu'on fait prendre à son cheval. Donc notamment tous les gros rassemblements d'équidés où on rassemble des chevaux qui viennent d'endroits très divers et qui dorment au même endroit dans des boxes contiguës, c'est une grosse situation à risque. Alors qu'est-ce que tu préconises dans ces rassemblements ? L'idéal, ça serait de prendre la température régulièrement dans les 4-5 jours précédant le concours, puis pendant le concours, et bien sûr après, pour éviter de faire une épidémie dans sa propre écurie. C'est d'ailleurs ce que la FEI maintenant a rendu obligatoire. Donc je pense que ça, c'est une mesure très intéressante. Après, on voit encore beaucoup de réticences sur le terrain pour suivre cette température. Ça me semble pas non plus être si compliqué. Et je voulais juste mentionner la puce température. Maintenant, il existe une puce qui permet de lire à la fois l'identification du cheval et puis la température. Il y a encore un petit peu de travail pour valider scientifiquement cette puce, mais je pense que ça sera une bonne solution dans l'avenir pour faciliter cette prise de température qui me paraît indispensable. Il y a aussi dans les circulations, on doit éviter certains croisements peut-être. C'est ça, dans les rassemblements, éviter les croisements. Après, ça dépend aussi de la mise en œuvre de la biosécurité par le rassemblement. Le cavalier ne peut pas non plus tout faire, mais ça peut être éviter de partager son matériel, éviter d'aller faire boire son cheval dans les gros bacs à eau collectifs, et puis nettoyer son camion avant et après. Et bien évidemment, le nettoyage des box et leur désinfection par les organisateurs serait souhaitable. Alors ça, c'est dans les rassemblements, mais il y a aussi la gestion sur les structures d'hébergement elles-mêmes. Oui, alors effectivement, la première chose, c'est que pour des chevaux, des nouveaux arrivants, il faudrait faire une quarantaine. Habituellement, on dit qu'une quarantaine, c'est à peu près 3 à 4 semaines. Si on veut se prémunir de la grippe et de la rhino, elles ont un délai d'incubation qui est relativement court. Donc même avec une quarantaine de 15 jours, ça permet quand même de bien limiter le risque. Donc cette quarantaine, elle peut être réalisée pour les nouveaux arrivants. Et puis, si on vient vraiment d'un énorme rassemblement où il y a eu des soupçons de chevaux un petit peu malades, dès qu'il y a un gros risque. Après, bien évidemment, on peut pas faire de quarantaine pour tous les chevaux qui rentrent de concours. Et dans ce cas-là, encore une fois, le suivi de température, j'en ai déjà parlé. Et puis, c'est indispensable de bien séparer ces chevaux qui vont en concours, qui sont à risque, des chevaux sensibles, des poulains, des poulinières, par exemple. Oui, des chevaux d'élevage qui, eux, sont plus sédentaires et qu'il va falloir un peu isoler de ces chevaux à forte circulation. Si on a une hyperthermie, on isole tout de suite. C'est ça, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic. Si on a le moindre doute, et notamment une hyperthermie, d'où encore le suivi de température, ça me semble être vraiment la base, il faut tout de suite isoler, et ensuite, on appelle son vétérinaire, et on cherche la cause. Alors finalement, ces maladies, on a vu qu'elles avaient des répercussions économiques fortes, qu'elles peuvent avoir des répercussions de santé assez fortes aussi pour les chevaux. Ce sont des maladies qui circulent malgré tout ? Oui, malgré la vaccination, on a encore des foyers. Donc si je prends l'exemple de la grippe, en 2019, on avait eu 56 foyers qui avaient été déclarés au RESP, et plus récemment, en 2023, on a eu 27 foyers. Donc c'est des maladies qui circulent. Pourtant, la grippe, avant 2019, il y avait une très faible circulation, mais là, ça revient. Puis il y a de plus en plus de gros rassemblements, donc les chevaux sont de plus en plus à risque. Oui, ce sont des espèces qui se déplacent beaucoup. C'est ça, c'est un peu leur caractéristique. Sur la rhino, combien de foyers ? Sur la rhino, ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout la forme respiratoire qu'on voit. Il y a presque 100 foyers par an qui sont déclarés au RESP. Donc la rhinopneumonie, ça circule tout le temps.
Après, heureusement, les formes abortives sont plus rares. Il y a environ 10 foyers, donc 10 élevages touchés par an. Et pour la forme neurologique, c'est encore plus bas, environ 4 foyers par an. Oui, il y a régulièrement des phénomènes épidémiques. On rappelle, tu l'as cité, le RESP, avec le réseau Vigiresp, qui va permettre d'alerter un maximum de détenteurs sur éventuellement les épidémies qui se répandent. Oui, c'est ça. En fait, donc il y a 2 façons finalement de déclarer au RESP. Soit c'est le vétérinaire sentinelle, soit vous, détenteur, vous pouvez également, via ce site Vigiresp, déclarer une suspicion. Et puis en plus, ce site permet aussi de visualiser des cartes et de voir dans quel département il y a un risque plus important vis-à-vis de telle ou telle maladie, mais notamment de la grippe et de la rhinopneumonie. Alors pour résumer notre échange, Marie, ce qu'on peut retenir, c'est que l'importance finalement dans ces phénomènes d'épidémie, épidémiologiques, c'est la prévention. Tout à fait. Je pense que on a vu que les moyens de prévention existaient. On a de la chance finalement d'avoir des vaccins. Et puis que vu l'impact économique que peuvent avoir ces maladies, il paraît indispensable aujourd'hui que tous les chevaux soient vaccinés. On avait fait en 2018 une petite étude avec l'Observatoire économique et social du cheval qui avait montré que le coût moyen d'une vaccination contre la rhinopneumonie était de 40 €. Donc, pour une petite écurie de 30 chevaux, ça fait environ 1 200 € par an. Alors que nous avions interrogé 5 structures de sport qui avaient été touchées en 2018 et il y avait eu des coûts économiques allant de 6 000 € à 70 000 €. On avait pris en compte dans cette étude à la fois les frais vétérinaires, donc le traitement des chevaux, le diagnostic par exemple, mais aussi la baisse d'activité. On avait certains centres équestres qui avaient dû fermer pendant une avec période. Pour certains une perte de plus de 30 000 €. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que la vaccination maintenant est indispensable au vu de tous les gros concours auxquels on fait participer nos chevaux. Merci Marie. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.